Lors d'un dîner de famille, mon père a annoncé « Ton frère est le seul qui porte cette famille ». Tout le monde a hoché la tête comme s'il s'agissait de la parole d'évangile. J'ai dit calmement « Alors il n'aura pas besoin des 3600 $ que je paie pour sa mensualité de voiture et son assurance. » Mon frère a presque lâché sa fourchette. Ma sœur s'est tue. Maman a murmuré son nom. Et puis, mon nom est Mason. J'ai 37 ans. Et s'il y a une chose que j'ai apprise en 3 décennies et demie, c'est celle-ci, être fiable ne signifie pas que vous êtes estimé. Cela signifie simplement que vous êtes utile. Je travaille comme consultant en entreprise. J'ai passé 15 ans à bâtir une carrière qui paie bien, me fait voyager et m'a donné le genre de stabilité financière que ma famille n'a jamais eu en grandissant. Mon appartement est propre, minimaliste et remboursé. Ma cote de crédit se situe confortablement dans le haut des 7 cents. Je ne bois pas beaucoup. Je ne joue pas d'argent. J'épargne plus que je ne dépense. Je suis ennuyeux, fiable et oubliable. C'est ce qu'il voit quand il me regarde. Mon frère Lucas a 32 ans. Il travaille dans la vente pour une entreprise technologique, conduit une Audi A6 argentée, porte des costumes sur mesure et possède ce genre de charme qui pousse les gens à se pencher vers lui quand il parle. Il a toujours été la star. Même enfant, Lucas pouvait entrer dans une pièce et se l'approprier. Il se faisait des amis facilement. Les professeurs l'adoraient. Les filles lui écrivaient des mots au collège. Nos parents l'adulaient d'une manière qui semblait plus forte que leur amour pour moi ou notre jeune sœur, Joséphine. Joséphine a 29 ans. Elle travaille à temps partiel dans une boutique et passe la plupart de ses week-ends dans des lieux de brunch à poster des photos de toast à l'avocat et de mimosa. Elle est proche de maman. Elle envoie des mèmes à Lucas. Elle oublie mon anniversaire la plupart des années. Je ne le prends pas personnellement. C'est juste ainsi que cela a toujours été. Maman et papa vivent dans la même maison qu'ils ont achetée il y a 30 ans, un modeste plain-pied de 3 chambres avec un jardin dont papa n'a jamais fini l'aménagement. Ils sont tous les deux à la retraite maintenant. Papa a travaillé dans l'industrie pendant des décennies. Maman était secrétaire scolaire. Ils ne sont pas riches, mais ils sont à l'aise. À l'aise grâce à Lucas, disent-ils. À l'aise parce qu'il réussit, croit-il. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'Audi de Lucas coûte 600 de plus. Cela fait 9 cents par an. Je paie cela depuis 5 ans. Cela fait 54 000 $. Et Lucas n'en a aucune idée. Enfin, il sait que quelqu'un paie, il pense simplement que ce sont maman et papa. Et maman et papa pensent que Lucas s'en occupe lui-même. Je l'ai organisé ainsi exprès. Il y a 5 ans, Lucas m'a appelé en panique. Il venait de commencer son travail et avait besoin d'une voiture pour se rendre à des rendez-vous clients. Son crédit était anéanti à cause de mauvaises décisions prises dans sa vingtaine. Il ne pouvait pas obtenir de prêt. Il m'a demandé si je pouvais co-signer. J'ai dit oui. Puis j'ai discrètement pris en charge les paiements. Je ne lui ai jamais dit. Je ne l'ai dit à personne. J'ai mis en place un virement automatique depuis mon compte chaque mois. La facture arrive sur mon courriel. L'assurance se renouvelle à mon nom en tant que titulaire de la police. Lucas se contente de conduire. Il pense l'avoir mérité. Il pense que son salaire couvre son mode de vie. Et à chaque réunion de famille, chaque dîner de fête, chaque brunch du dimanche, je reste assis là et je les écoute faire son éloge. Mon père lève son verre et parle de l'éthique de travail de Lucas. Ma mère se vante auprès de ses amis de ses promotions. Joséphine poste des photos de sa voiture sur Instagram avec des légendes comme « Mon grand frère qui réussit ». Et je ne dis rien. Je souris. Je hoche la tête. Je mange ma nourriture et je les laisse croire à l'histoire qu'ils veulent croire parce que c'est ce que je fais. C'est moi qui envoie de l'argent quand maman a besoin d'aide pour les taxes foncières. C'est moi qui couvre les réparations de voitures de Joséphine quand son compte chèque est vide. C'est moi qui paie les renouvellements de médicaments pour la tension artérielle de papa quand son assurance Médicare ne s'active pas assez vite. Je ne demande pas de crédit. Je ne veux pas être sous les projecteurs. Je m'en occupe, c'est tout. Mais ces derniers temps, quelque chose a changé. Une oppression dans ma poitrine pendant les dîners de famille. Une amertume dans ma gorge quand j'entends Lucas rire trop fort, trop confiant, trop inconscient. J'ai commencé à me réveiller à 3 heures du matin en fixant mon plafond, pensant à tout l'argent que j'ai dépensé pour les maintenir à l'aise pendant qu'ils agissent comme si j'existais à peine. Je pensais que c'était le stress.
Je pensais que ça passerait. Mais la semaine dernière, mon père m'a envoyé un SMS. C'était court, juste une ligne, assure-toi de venir dîner dimanche. Lucas a une grande nouvelle. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Puis j'ai répondu, j'y serai. Je ne le savais pas alors, mais ce dîner allait tout changer. Le dimanche est arrivé avec ce genre d'air pur d'automne qui rend tout trop vif, trop clair. Je me suis garé dans l'allée de mes parents à 17h47. L'Audi de Lucas était déjà garé près du garage, brillant sous la lumière déclinante du soleil. La Volkswagen blanche de Joséphine était à côté. Je me suis garé dans la rue comme d'habitude. À l'intérieur, la maison sentait le poulet rôti et la purée de pommes de terre à l'ail. Maman dressait les assiettes sur la table de la salle à manger. Papa était assis à sa place habituelle en bout de table, tenant un verre de vin rouge. Lucas se tenait près de l'îlot de cuisine, téléphone à la main, riant de quelque chose sur son écran. Joséphine était appuyée contre le comptoir, faisant défiler son propre téléphone. Maçonne. Maman s'est retournée, essuyant ses mains sur un torchon de cuisine. Elle a souri, le genre de sourire poli mais distant. Tu es venu. Oui, ai-je dit. J'ai posé ma veste sur le dossier d'une chaise. Besoin d'aide pour quelque chose? Non, non. Nous sommes presque prêts. Va t'asseoir. Je me suis dirigé vers la table. Lucas a levé les yeux, a fait un signe de tête, puis est retourné à son téléphone. Joséphine n'a pas levé les yeux du tout. Papa a légèrement levé son verre, un signe de reconnaissance silencieux. Je me suis assis en face de Lucas, à 2 sièges du bout de la table. Le dîner a commencé comme toujours. Maman a apporté la nourriture. Nous nous sommes passés les plats. Papa a versé plus de vin. Joséphine a parlé d'un drame dans sa boutique. Lucas a mentionné un client avec qui il avait conclu une affaire la semaine dernière. Maman lui posait des questions. Papa acquiesçait, les yeux brillants de fierté. J'ai mangé tranquillement. J'ai mâché du poulet. J'ai bu de l'eau. J'ai écouté. Puis papa s'est raclé la gorge. Il a posé sa fourchette et a levé son verre de vin. La pièce est devenue silencieuse. Maman l'a regardé en attendant. Joséphine a posé son téléphone face contre terre sur la table. Lucas s'est redressé sur sa chaise, un léger sourire aux lèvres. Je veux juste dire quelque chose, a commencé papa, sa voix ferme et chaleureuse. Il a regardé autour de la table, s'arrêtant sur chacun de nous. Nous avons élevé 3 enfants, et chaque parent veut que ses enfants réussissent. Mais je pense que nous pouvons tous convenir que certaines personnes ont tout simplement ce petit quelque chose. Cette détermination, cette ambition, cette capacité à porter une famille vers l'avant. Mon estomac s'est serré. J'ai gardé un visage neutre, mes mains reposant sur mes genoux sous la table. Papa a tourné son regard vers Lucas. Ton frère Lucas, il est le seul qui porte cette famille vers l'avant. Il a travaillé dur. Il a construit quelque chose. Et je suis fier de dire qu'il est le genre de fils que tout père espère avoir. Maman a souri. Joséphine a hoché la tête, le regard doux. Lucas a légèrement baissé la tête, modeste mais rayonnant. Papa a levé son verre plus haut. À Lucas, le pilier de cette famille. À Lucas, a répété maman, en levant son verre. Joséphine a levé le sien aussi, à Lucas. Ils ont tous bu. Lucas a souri, les joues rouges. Il m'a regardé, attendant. J'ai soutenu son regard, mon verre toujours sur la table. Maçonne. La voix de papa avait maintenant un léger ton sec. Tu ne vas pas porter un toast à ton frère? J'ai pris mon verre d'eau. J'ai regardé Lucas. Puis j'ai regardé papa. J'ai reposé le verre sans boire. En fait, ai-je dit, d'une voix calme et posée. J'ai quelque chose à dire. Maman a cligné des yeux. Joséphine a froncé les sourcils. Le sourire de Lucas s'est légèrement effacé. J'ai croisé mes mains sur la table. J'ai regardé papa, puis Lucas. Si Lucas est le pilier de cette famille, ai-je dit lentement, alors il n'aura pas besoin des $3600 que je paie chaque année pour sa mensualité de voiture et son assurance. Silence. La fourchette de Lucas a glissé de ses doigts. Elle a claqué contre son assiette, un bruit métallique sec qui a résonné dans le calme. Joséphine s'est figée, son verre à mi-chemin de ses lèvres. La bouche de maman s'est ouverte,
mais aucun mot n'est sorti. Papa me fixait, son visage indéchiffrable. Quoi? La voix de Lucas a légèrement tremblé. J'ai mis la main dans ma poche et j'ai sorti mon téléphone. Je l'ai déverrouillé, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai fait défiler jusqu'à la section des paiements récurrents. J'ai appuyé 2 fois, puis j'ai levé l'écran pour que tout le monde puisse voir. Paiement automatique pour le leasing de l'Audi A6, 6 cents par mois. Tous deux liés à mon compte chèque. Tous deux configurés pour se renouveler automatiquement le 15 de chaque mois. J'ai abaissé le téléphone. J'ai regardé Lucas. Depuis 5 ans. Maman a murmuré son nom. Lucas. Lucas me fixait, le visage pâle. Tu n'as jamais rien dit. Je n'ai jamais rien dit parce que tu n'as jamais demandé. J'ai appuyé 2 fois de plus sur mon téléphone, et maintenant, j'annule. J'ai appuyé sur le dernier bouton. Un message de confirmation est apparu sur l'écran, paiement annulé. Je me suis levé. J'ai reglissé mon téléphone dans ma poche. J'ai regardé papa. S'il porte la famille vers l'avant, il peut aussi porter ses propres paiements de voiture. Je suis sorti de la salle à manger, j'ai traversé le salon et j'ai franchi la porte d'entrée. J'ai entendu la voix de Joséphine, aiguë et paniquée, « Mason, attends. » Je n'ai pas attendu. Je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré le moteur et je suis parti. J'ai conduit pendant 30 minutes sans destination. Mes mains agrippaient le volant, les articulations blanches. Ma mâchoire me faisait mal à force d'être serrée. Les lampadaires défilaient des traînées oranges dans ma vision périphérique. Je n'ai pas allumé la radio. Je ne voulais pas de son. Je voulais le silence. Quand je suis enfin arrivé à mon complexe d'appartements, il était plus de 19 heures. Le parking était calme. Je suis resté assis dans ma voiture pendant un long moment, moteur éteint, fixant le tableau de bord. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai ignoré. Il a vibré encore et encore et encore. Je l'ai sorti. 14 appels manqués, 6 de maman, 4 de Joséphine, 3 de Lucas, 1 de papa. 12 SMS non lus. Je ne les ai pas ouverts. J'ai posé mon téléphone face contre terre sur le siège passager et je suis sorti de la voiture. À l'intérieur de mon appartement, l'air semblait trop immobile. J'ai allumé les lumières. Tout semblait identique. Le même canapé gris, la même table basse en verre, la même image encadrée d'une chaîne de montagne que j'avais achetée chez Target il y a 3 ans. Rien n'avait changé, mais je me sentais différent. Plus léger. Vidé, comme si j'avais enfin déposé un poids que je ne réalisais pas avoir porté. Je suis allé à la cuisine et je me suis versé un verre d'eau. Je l'ai bu debout devant l'évier, regardant par la petite fenêtre au-dessus du robinet. La lumière du porche du voisin vacillait. Un chat marchait le long de la clôture. Le monde continuait de tourner, indifférent. Mon téléphone a encore vibré. Cette fois, il a sonné. Le nom de maman est apparu sur l'écran. J'ai laissé sonner jusqu'à ce que ça s'arrête. 30 secondes plus tard, une notification de message vocal est apparue. Je ne l'ai pas écouté. Je me suis assis sur mon canapé et je me suis adossé. Ma tête reposait contre le coussin. J'ai fermé les yeux. Les images du dîner repassaient dans mon esprit. Le toast de papa. Le sourire de Lucas. Le hochement de tête de Joséphine. La façon dont ils avaient tous levé leur verre confiants, certains, complètement inconscients. Et puis ma voix coupant la chaleur de la pièce comme une lame, alors il n'aura pas besoin des 3600 $ que je paie chaque année. J'ai ouvert les yeux. J'ai fixé le plafond. L'oppression dans ma poitrine était toujours là, mais elle semblait différente maintenant. Pas étouffante, juste présente, comme une ecchymose que j'avais enfin reconnue. J'ai pensé à la première fois où Lucas m'avait demandé de co-signer. Il m'avait appelé tard dans la nuit, la voix frénétique. Mason, mec, j'ai besoin de ça. Je ne peux pas aller au travail sans voiture. Je te rembourserai. Je te le promets. Et je l'ai cru. Ou peut-être que je voulais juste l'aider. Peut-être que je voulais qu'on ait besoin de moi. Peut-être que je pensais que ce serait la chose qui les pousserait enfin à me voir. Mais ils ne l'ont jamais fait. Chaque paiement que j'ai effectué, chaque renouvellement d'assurance, chaque frais de retard que j'ai couvert quand son compte était à découvert, c'était invisible. J'étais invisible. Un fantôme dans ma propre famille,
finançant leur vie depuis l'ombre. Et maintenant, j'en avais fini. Mon téléphone a encore vibré. Cette fois, un SMS de Joséphine, ma sonne, tu dois appeler maman. Elle est en train de craquer. Ce que tu as dit au dîner était mal. Lucas ne savait pas. Tu aurais dû lui dire. J'ai fixé le message. Je n'ai pas répondu. J'ai posé le téléphone sur la table basse, écran vers le haut, et j'ai regardé les notifications s'accumuler. Maman, s'il te plaît, appelle-moi. Nous devons parler de ça. Joséphine, sérieusement, ma sonne, ce n'est pas juste. Lucas, on peut parler? Je ne savais pas que tu payais. Je pensais que papa s'en occupait. Papa, rien. J'ai laissé les messages s'empiler. Je ne leur devais pas d'explication. Je ne leur devais pas de réconfort. Pendant 5 ans, j'avais donné sans demander. Maintenant, je reprenais mon silence. Je me suis couché à 21h. Je suis resté allongé dans le noir, les yeux ouverts, écoutant le ronronnement du réfrigérateur dans la cuisine. Mon téléphone a vibré 2 fois de plus avant que je ne finisse par l'éteindre complètement. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des années. Le lundi matin est arrivé avec la piqûre vive de la réalité. Je me suis réveillé à 6h, j'ai préparé du café et j'ai rallumé mon téléphone. 32 appels manqués, 47 messages non lus, 3 messages vocaux. J'ai supprimé les messages vocaux sans les écouter. J'ai parcouru les SMS en buvant mon café, debout près du comptoir de la cuisine. La plupart venaient de maman, des variations de la même supplique, ma sonne, s'il te plaît, appelle-moi. Nous devons arranger ça. Lucas est dévasté. Les messages de Joséphine étaient plus agressifs, tu l'as humilié. Tu sais à quel point c'était embarrassant? Tout le monde est bouleversé. Ceux de Lucas étaient plus calmes, presque confus, je ne savais vraiment pas. On peut parler? J'ai posé mon téléphone et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je me suis connecté à mon compte bancaire et j'ai extrait l'historique des paiements. 5 ans de transfert mensuel de $900. J'ai fait défiler la liste, regardant les chiffres se répéter mois après mois, année après année. $54 000, sans compter les fois où j'ai couvert les frais de retard quand le compte de Lucas était à découvert. J'ai ouvert une nouvelle feuille de calcul et j'ai commencé à tout documenter. Date, montant, motif. J'ai copié les codes de transaction. J'ai pris des captures d'écran de la configuration des paiements récurrents. J'ai téléchargé les relevés bancaires remontant à 60 mois. Puis j'ai tout enregistré dans un dossier intitulé « Dépenses familiales ». Mais la voiture n'était pas la seule chose. J'ai ouvert un autre onglet et j'ai consulté mon historique Venmo. C'était là, l'urgence de taxe foncière de maman en mars dernier, $2400. La réparation de voiture de Joséphine en juin, $800. Les renouvellements de médicaments de papa, 350 par là. Un dîner de la fête de l'Action de grâce que j'ai payé il y a 2 ans parce que tout le monde était à court d'argent, $600 pour les courses et le vin. J'ai créé une deuxième feuille de calcul, soutien familial divers. Je l'ai remplie méthodiquement, ligne par ligne, transaction par transaction. Au moment où j'ai terminé, le total était stupéfiant. Au cours des 5 dernières années, je leur avais donné près de $80 000. $80 000. Et pas une seule fois quelqu'un n'avait dit merci. Pas une seule fois il ne m'avait demandé si j'avais besoin d'aide. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai fixé l'écran. Les chiffres ne mentaient pas. Je ne faisais pas partie de la famille, j'étais le distributeur automatique. Mon téléphone a vibré. Un appel de Lucas. J'ai laissé sonner. Il a rappelé 5 minutes plus tard. Puis encore une fois. À la 4e tentative, j'ai répondu. Ma sonne. Mec, écoute. Sa voix était précipitée, défensive. Je jure que je ne savais pas que tu payais pour la voiture. Je pensais que papa l'avait organisé. Maman a dit qu'il s'en occupait. Je ne t'aurais pas laissé faire ça. Je n'ai rien dit. Je l'ai laissé parler. C'est fou. D'accord, tu aurais dû me le dire. On aurait pu trouver une solution. Tu ne peux pas juste annuler comme ça. Tu sais ce qui va se passer? Ils vont saisir la voiture. Mon assurance va expirer. J'ai besoin de cette voiture pour le travail. J'ai pris une gorgée de café. Tu as dit que c'était toi qui portais la famille vers l'avant. Alors,
porte-la. Mason, allez. Ne sois pas comme ça. Comme quoi? Ma voix était plate, sans émotion, honnête. Tu m'as fait passer pour un idiot devant tout le monde. Tu t'es fait passer pour un idiot tout seul. J'ai juste arrêté de faire semblant. Il se tut. Je l'entendais respirer, d'un souffle court et saccadé. Écoute, dit-il enfin, d'un ton plus doux, suppliant. J'ai merdé. Je comprends. Mais est-ce qu'on peut arranger ça? Peux-tu réactiver les paiements juste pour un mois ou deux, le temps que je trouve une solution? Non, Lucas. Non. Je l'ai répété plus lentement cette fois, laissant les mots s'installer entre nous. Tu vas vraiment faire ça? Tu vas me mettre dans la merde pour un seul dîner? Un seul dîner? J'ai ri, d'un rire froid et amer. Lucas, cela représente 5 ans de dîner. 5 ans à te voir t'attribuer le mérite d'une vie que j'ai payée. Alors non, je ne réactive pas les paiements. Tu veux la voiture, tu la paies. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. J'ai bloqué son numéro. Puis j'ai bloqué celui de maman, puis celui de Joséphine. J'ai laissé papa non bloqué, bien que je doutais qu'il appelle. Il ne le faisait jamais. J'ai fermé mon ordinateur et fini mon café. Dehors, le soleil se levait, pâle et froid à travers la fenêtre. Les fondations se fissuraient, et c'était moi qui tenais la masse. Dès mercredi, les conséquences ont commencé à tomber. Je n'en entendais pas parler directement, j'avais bloqué ma famille, après tout mais je les apprenais quand même. Un ami commun, Angèle, qui a grandi dans notre rue et est resté en contact avec Lucas et moi, m'a envoyé un SMS vers midi, « Mec, tout va bien ?» Lucas vient de poster sur Facebook pour demander si quelqu'un connaît un bon avocat pour des litiges de leasing auto. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas répondu, mais j'ai souri. Jeudi matin, j'ai reçu un email. Il ne venait pas de la famille, il venait de la compagnie d'assurance. Une notification automatisée, annulation de la police confirmée. Couverture terminée à compter du 19 octobre. Je l'ai transféré dans mon dossier de dossier personnel et j'ai supprimé l'original. Vendredi après-midi, Angèle a envoyé un nouveau message, « Frère, la voiture de Lucas a été enlevée par la fourrière. Il perd la tête. Est-ce que tu as vraiment arrêté de payer ?» Cette fois, j'ai répondu, oui. Merde, c'est froid. C'est honnête. Angèle n'a pas répondu. Je m'en fichais. Samedi soir, j'étais à la salle de sport quand j'ai vu Joséphine sur le parking. Elle était appuyée contre sa voiture, les bras croisés, elle attendait. J'ai envisagé de faire demi-tour et de partir, mais j'en avais assez de fuir. J'ai marché vers elle. Mason. Elle s'est redressée et s'est placée devant moi. On doit parler. Non, on ne doit pas, tu ne peux pas simplement nous ignorer éternellement. Regarde-moi bien faire. Son visage a rougi. Tu as humilié Lucas. Tu as fait pleurer maman. Est-ce que ça te fait quelque chose, au moins? Je me suis arrêté de marcher. Je l'ai regardée, je l'ai vraiment regardée. Elle portait la même veste de créateur que je lui avais achetée au dernier Noël parce qu'elle disait que son vieux manteau était embarrassant. La veste avait coûté 400 $. Je me souvenais l'avoir emballée, la lui avoir tendue, et l'avoir vue sourire et serrer maman dans ses bras. Pas moi. Est-ce que ça me fait quelque chose? J'ai répété sa question lentement. Joséphine, j'ai passé 5 ans à payer pour la voiture de Lucas. J'ai dépensé des dizaines de milliers de dollars pour sortir cette famille de chaque pétrin financier dans lequel vous vous êtes mis. Et pas une fois, pas une seule fois, aucun d'entre vous n'a dit merci. Alors, non, je me fiche que Lucas soit humilié. Je me fiche que maman soit contrariée. Et je me fiche éperdument de ce que tu penses. Elle m'a dévisagé, stupéfaite. Tu es égoïste. J'ai ri. C'était un rire sec, sans humour. Égoïste? Je suis égoïste pour avoir arrêté, pas pour avoir commencé? Pas pour avoir donné, mais pour avoir arrêté. Tu aurais dû nous le dire. Je n'aurais pas dû avoir à le faire. Je l'ai contourné. Lucas a 32 ans. Il aurait dû être capable de se payer sa propre voiture. S'il ne le pouvait pas, il n'aurait pas dû prendre une Audi en leasing. Ce n'est pas mon problème. C'est le sien. Mason, attends. Je n'ai pas attendu.
Je suis monté dans ma voiture et je suis rentré chez moi. Ce soir-là, j'ai reçu un email de maman. Elle avait trouvé mon adresse email sur une vieille liste de cartes de vœux. L'objet disait, s'il te plaît, lis ceci. Mason, je ne sais pas ce qui t'arrive, mais cela doit cesser. Lucas a fait une erreur. Il ne savait pas que c'était toi qui payais. Nous pensions tous que ton père avait mis quelque chose en place il y a des années. Tu l'as pris au dépourvu. Tu nous as tous pris au dépourvu. Il se démène maintenant, essayant de trouver comment récupérer sa voiture, comment payer l'assurance. Son travail dépend de cette voiture. Tu lui fais du mal. Tu fais du mal à cette famille. Je sais que tu es contrarié, mais ce n'est pas la façon de gérer ça. Appelle-moi. Réparons cela. Avec amour, maman. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai cliqué sur répondre. Maman, Lucas ne se démène pas parce que j'ai arrêté de payer. Il se démène parce qu'il n'a jamais pris la peine de vérifier qui payait en premier lieu. Ce n'est pas ma faute. J'en ai fini de régler des problèmes que je n'ai pas créés. Si tu veux l'aider, aide-le. Mais ne me le demande pas. J'ai assez donné. J'ai cliqué sur envoyer. Puis j'ai bloqué son adresse email, elle aussi. Le règlement de compte avait commencé, et j'en avais fini de m'en excuser. Dimanche matin, j'étais assis à la table de ma cuisine avec mon ordinateur portable, un bloc-notes et une tasse de café noir. L'appartement était calme, à l'exception du faible bourdonnement du trafic à l'extérieur. J'ai ouvert le dossier que j'avais créé plus tôt, dépenses familiales. Je n'en avais pas encore fini. Annuler le paiement de la voiture n'était que le début. Si je devais m'éloigner de cette famille pour de bon, je devais m'assurer qu'ils comprenaient exactement ce que j'avais soutenu toutes ces années. J'ai commencé par la voiture. J'ai sorti l'accord de cosignature original d'il y a 5 ans. Mon nom figurait comme locataire principal. Le nom de Lucas n'apparaissait nulle part sur le contrat. J'avais tout signé. Le concessionnaire avait exigé un cosignataire avec un bon crédit, et j'étais intervenu. Cela signifiait que légalement la voiture était sous ma responsabilité, mais cela signifiait aussi que j'avais le droit de la réclamer si je le choisissais. J'ai noté, explorer la reprise de possession ou le transfert de bail. Ensuite, j'ai sorti la police d'assurance. Même chose. Mon nom était le titulaire de la police, Lucas était répertorié comme conducteur. J'avais le droit d'annuler à tout moment. Je l'avais déjà fait, mais je voulais m'assurer qu'il n'y avait pas de fils qui dépassait. J'ai téléchargé la confirmation d'annulation et je l'ai sauvegardée. Puis je suis passé aux dépenses diverses, le paiement de la taxe foncière pour la maison de maman et papa. J'ai sorti le reçu. Il était répertorié comme un « cadeau » dans la ligne mémo, mais j'avais une copie du fil de mai où maman avait promis de me rembourser, dès que le chèque de pension de papa arriverait. Ce chèque était arrivé. Elle ne m'avait jamais remboursé. J'ai copié l'email. J'ai sauvegardé le reçu. Je l'ai ajouté au tableur. La réparation de la voiture de Joséphine, même chose. Elle m'avait envoyé un message Venmo disant « Je te rembourse le mois prochain. » Je le promets. C'était en juin. Nous étions maintenant en octobre. Aucun paiement, aucun suivi. J'ai fait une capture d'écran du fil Venmo et l'ai ajouté au dossier. Puis j'ai trouvé quelque chose que j'avais presque oublié. Il y a 3 ans, Lucas m'avait demandé un prêt pour couvrir son loyer. Il disait que son chèque de commission était retardé et qu'il avait besoin de 1 800 $ pour éviter l'expulsion. Je les avais envoyés immédiatement, sans poser de questions. Il avait dit qu'il me rembourserait dans 2 semaines. Je n'ai plus jamais revu cet argent. J'ai cherché dans mes emails et j'ai trouvé la demande originale. Mason, mec, je suis dans le pétrin. Peux-tu couvrir mon loyer ce mois-ci? Je te rembourserai dès que mon chèque sera encaissé. Je le jure. Je l'ai ajouté au tableur. Encore 1 800 $. Au moment où j'ai terminé, j'avais documenté 83 000 $ de dépenses sur 5 ans. Pas des cadeaux, pas de la charité, des prêts qui n'ont jamais été remboursés, des urgences qui n'étaient pas de ma responsabilité. Une décennie à être le filet de sécurité familiale, et il ne m'avait jamais demandé une seule fois si j'allais bien, si j'avais besoin d'aide ou si j'étais en difficulté. J'ai tout sauvegardé sur un Drive Cloud. J'ai fait des copies. Je me suis envoyé les fichiers par email. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant.
J'ai ouvert un nouvel email et tapé l'adresse d'une avocate spécialisée en droit de la famille avec qui j'avais travaillé sur le dossier d'un client il y a 2 ans. Bonjour Nathalie. J'espère que cet email te trouvera bien. J'ai une affaire personnelle dont j'aimerais discuter. Elle concerne des litiges financiers familiaux et des options juridiques potentielles pour récupérer des prêts non remboursés. As-tu des disponibilités pour une consultation cette semaine? Cordialement, Mason. J'ai cliqué sur envoyer. Puis j'ai fermé mon ordinateur et je me suis adossé à ma chaise. Je ne faisais pas cela par colère. Je le faisais parce que j'en avais fini. Fini d'être invisible. Fini d'être considéré comme acquis. Fini d'être la fondation sur laquelle ils construisaient leur vie sans jamais reconnaître que j'étais là. S'ils voulaient me traiter comme si je n'avais pas d'importance, soit. Mais ils allaient apprendre ce que l'on ressentait quand je n'étais plus là. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Je l'ai ouvert. Mason, c'est Lucas. Je t'écris depuis le téléphone d'un ami parce que tu m'as bloqué. S'il te plaît, je t'en supplie. J'ai reçu un avis de la société de leasing. Ils vont reprendre la voiture dans 72 heures si je ne fais pas de paiement. Je n'ai pas $600. Je n'ai pas $300 pour l'assurance. Pouvons-nous s'il vous plaît parler? J'ai regardé le message pendant un long moment. Puis je l'ai supprimé. J'ai bloqué le numéro. 72 heures. L'horloge tournait, et je ne l'arrêtais pas. Mardi après-midi, j'étais dans un café en train de travailler sur une proposition client quand mon téléphone a sonné. C'était Nathalie, l'avocate. Mason, salut. J'ai reçu ton email. J'ai un peu de temps cette semaine si tu veux qu'on se voie, mais je dois te demander, à quel point est-ce sérieux? Cherches-tu à récupérer l'argent ou juste à documenter les faits? J'y ai réfléchi. Je veux connaître mes options. Si je voulais poursuivre le remboursement, le pourrais-je? Possiblement. Si tu as des documents montrant qu'il s'agissait de prêts et non de cadeaux, et qu'il y avait une entente de remboursement, tu pourrais monter un dossier. Mais le droit de la famille est délicat. Cela dépend de la quantité de preuves que tu as et s'ils contestent. J'ai des emails, des SMS, des fiches Venmo et des relevés bancaires. C'est bien. C'est très bien. Rencontrons-nous jeudi. J'examinerai tout et je te donnerai une évaluation réaliste. Merci, Nathalie. Mason, encore une chose. Es-tu sûr de vouloir faire ça? Les litiges familiaux peuvent devenir laids, surtout les litiges financiers. J'en suis sûr. Nous avons fixé un rendez-vous et raccroché. J'ai fini mon café et je me suis remis au travail, mais 1 heure plus tard, mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était Angèle. Mec, tu dois voir ça. Il m'a envoyé une capture d'écran. C'était un post Facebook de Lucas, publié publiquement il y a 15 minutes. Je dois être honnête à propos de quelque chose. Ces 5 dernières années, je pensais que ma famille m'aidait avec mes paiements de voiture. Il s'avère que c'était mon frère Mason, et maintenant il a tout annulé sans prévenir. Ma voiture a été reprise ce matin. Je n'ai aucun moyen de me rendre au travail. J'essaie de trouver une solution, mais je voulais être transparent. Si quelqu'un a des conseils ou connaît quelqu'un qui peut t'aider avec un prêt à court terme, s'il vous plaît, contactez-moi. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai lu les commentaires. Il y en avait déjà 30. Mec, c'est dur. La famille devrait te soutenir. Pourquoi annulerait-il sans te le dire? Il doit y avoir autre chose dans cette histoire. On prie pour toi, mon pote. J'ai posé mon téléphone. Je ne ressentais pas de colère. Je ne me sentais pas coupable. Je ne ressentais rien. Lucas essayait de contrôler le récit, se peignant en victime. Mais il avait omis la partie où il s'était attribué le mérite de tout ce que j'avais construit pour lui, la partie où papa l'avait appelé le pilier de la famille pendant que j'étais assis là, invisible. J'ai ouvert Facebook. Je l'utilisais rarement, mais j'avais toujours un compte. J'ai tapé un nouveau post, court, et j'ai cliqué sur publier. Pendant 5 ans, j'ai payé $900 par mois pour la voiture et l'assurance de quelqu'un d'autre. Je n'ai jamais demandé de reconnaissance. Je n'ai jamais demandé de merci. Mais quand on m'a dit que cette personne portait la famille vers l'avant, j'ai réalisé que je ne faisais pas partie de la famille. J'étais juste la banque. Alors, j'ai arrêté de payer. Si cela fait de moi le méchant, je peux vivre avec ça.
Je n'ai tagué personne. Je n'ai pas nommé Lucas. Mais en quelques minutes, des amis communs ont commencé à commenter. Attendez, c'est à propos du poste de Lucas? Waouh, le contexte change tout. C'est naze. Pourquoi ne savait-il pas que tu payais? Angèle m'a envoyé un SMS, frère, tu viens de lâcher une bombe. Je n'ai pas répondu. J'ai fermé Facebook et je me suis remis au travail. Ce soir-là, j'ai reçu un appel de papa. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. J'ai décroché. Maçonne. Sa voix était lourde, fatiguée. On doit parler. Je t'écoute. C'est allé trop loin. La voiture de Lucas est partie. Ta mère est hors d'elle. Joséphine n'arrête pas de pleurer. Tu as déchiré cette famille. Je me suis adossé à ma chaise, regardant le plafond. Je n'ai rien déchiré du tout, papa. J'ai juste arrêté de tout maintenir ensemble. Tu aurais pu nous parler. Tu aurais pu nous dire que tu étais contrarié. Je vous ai parlé au dîner quand j'ai dit que j'annulais les paiements. Vous n'avez rien dit. Vous m'avez juste regardé comme si j'étais le problème. Tu as embarrassé ton frère. Il s'est embarrassé tout seul. Il s'est levé et a accepté un toast pour être le pilier de cette famille tout en conduisant une voiture que j'ai payée. Ce n'est pas ma faute. Papa resta silencieux un long moment. Puis il dit, qu'est-ce que tu veux, maçonne? Tu veux qu'on s'excuse? Tu veux de l'argent? Qu'est-ce qu'il faudra pour arranger ça? J'ai fermé les yeux. Je ne veux rien, papa. Je veux juste que tu comprennes que j'en ai fini. J'en ai fini d'être invisible. J'en ai fini d'être le filet de sécurité. J'en ai fini de prétendre que c'est une famille quand c'est en réalité juste une transaction. Maçonne. Je dois y aller. J'ai raccroché. Puis j'ai bloqué son numéro, lui aussi. Mercredi matin, Nathalie a appelé. J'ai examiné les documents que tu as envoyés. Tu as un dossier solide pour récupérer au moins une partie de l'argent. Ce ne sera pas facile et cela pourrait prendre du temps, mais nous pouvons le faire si tu veux. Allons-y, tu es sûr? Ça va devenir sale. J'en suis sûr. Jeudi, j'ai reçu une lettre recommandée par la poste. Elle venait de l'adresse de maman et papa. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite. Maçonne, nous sommes désolés. Nous n'avions pas réalisé tout ce que tu faisais. S'il te plaît, reviens à la maison. Réparons cela. Avec amour, maman. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai mise dans le destructeur de documents. Certaines choses ne pouvaient pas être réparées, et j'étais enfin en paix avec cela. 3 mois plus tard, j'étais assis sur le balcon de mon nouvel appartement, regardant le soleil se coucher sur la ville. J'avais déménagé 2 semaines après avoir bloqué ma famille. Un nouveau départ dans un immeuble plus proche du centre-ville avec une meilleure lumière, plus d'espace et aucun souvenir. L'affaire judiciaire avançait. Nathalie a dit que cela prendrait du temps, peut-être 1 an, peut-être plus, mais je n'étais pas pressé. Le point important n'était pas l'argent. Le point important était de tracer une ligne, en disant, jusque-là, mais pas plus loin. Le post Facebook de Lucas avait été supprimé. Le mien aussi. Mais le mal était fait. Les amis communs avaient arrêté de le contacter. Joséphine m'avait complètement retiré de ses amis. Maman avait envoyé 3 autres lettres, toutes des variations du même pardon. Je n'avais répondu à aucune d'entre elles. Papa n'a plus jamais appelé. Je n'étais pas surpris. C'était ainsi qu'il était fier, têtu, refusant d'admettre qu'il avait tort. Et j'étais d'accord avec ça. Je n'avais plus besoin de son approbation. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'Angèle, et mec, je sais que les choses sont compliquées, mais je veux juste que tu saches que je comprends. Tu as fait ce que tu devais faire. Si tu veux prendre une bière un jour, fais-moi signe. J'ai souri. J'ai répondu, merci. J'apprécie. C'était le premier message que j'envoyais à quelqu'un dans l'entourage de ma famille depuis des mois. J'ai repensé au dîner. La façon dont papa avait levé son verre. La façon dont Lucas avait souri. La façon dont ils avaient tous hoché la tête, convenant qu'il était le pilier. Et la façon dont j'étais resté assis là, silencieux et invisible pendant si longtemps. Mais plus maintenant. J'étais parti. J'avais annulé les paiements. J'avais bloqué les appels.
J'avais engagé une avocate. J'avais construit une nouvelle vie, une vie où je n'étais pas le distributeur automatique, pas le personnage de second plan, pas le fantôme finançant le rêve. Et le plus étrange? Il ne me manquait pas. L'idée d'eux me manquait, la famille que je pensais que nous étions. Mais la réalité? La réalité était que j'étais mieux seul que je ne l'avais jamais été en essayant de les maintenir ensemble. J'ai fini mon café. Je me suis levé et je suis rentré. Sur ma table de cuisine se trouvait un dossier. À l'intérieur se trouvaient des documents de Nathalie, des dépôts juridiques, des documents de recouvrement de prêts, un calendrier pour les prochaines étapes. J'ai fermé le dossier. Je m'en occuperai demain. Ce soir, j'allais cuisiner le dîner, regarder un film et dormir sans le poids de 54 000 $ pesant sur ma poitrine. J'avais été la fondation pendant si longtemps invisible, sans reconnaissance, considérée comme acquis. Mais les fondations se fissurent lorsqu'elles ne sont jamais entretenues. Et quand elles s'effondrent enfin, les gens qui se tiennent dessus tombent durement. Je n'étais plus responsable de les rattraper. J'étais responsable de me reconstruire moi-même. Et c'était exactement ce que je faisais. J'ai éteint les lumières. Je suis allé me coucher. Et pour la première fois en 5 ans, j'ai dormi sans rêver de dîner de famille, de toast vide ou du bruit de la fourchette de Lucas frappant son assiette. J'étais libre, et cela suffisait.